Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. La région de Bastia sous une épaisse couche de neige, image assez inhabituelle sur l'île de Beauté. Résultat, une belle pagaille depuis ce matin, ça patine sur les routes. Et dans les airs, c'est pire, tous les vols ont été annulés à l'aéroport de Bastia. En attendant l'accalmie prévue demain matin, il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Dans le Var, le plus dur est passé. Ici aussi, la neige a côtoyé les palmiers. Hier soir, un parfum de montagne a soufflé sur le littoral. Je pensais aller vers la mer, moi, là, j'ai l'impression d'aller au ski. C'est jusqu'à quelle heure les dernières remontées mécaniques C'est le cœur, hein. Outre la neige, le verglas s'est aussi invité dans le sud. Ici à Toulouse, les rues en pente n'ont pas toutes pu être salées. Les piétons avancent au ralenti. Certains automobilistes, eux, n'avancent plus du tout. Là, c'était complètement verglacé. Je suis parti en luge jusqu'ici pour atterrir dans les barrières. Là. Face à cette situation, la SNCF a pris les devants. Des équipes sont envoyées quotidiennement pour casser les blocs de glace qui se forment sur les voies. Tunnel de Laurière, à une cinquantaine de kilomètres de Limoges, nous sommes ici sur l'axe Paris-Toulouse. Et depuis la baisse du mercure, les cheminots doivent jusqu'à 2 fois par jour descendre casser la glace sur les voies. En effet, la couverture végétale qui recouvre le tunnel a accumulé beaucoup d'eau et celle qui n'a pas gelé en coulant à travers les voûtes forme des blocs de glace en tombant sur la voie. Le principal risque, c'est la glace qui s'accumule en fait dans la voie et qui, si on ne la casse pas régulièrement et si on ne l'évacue pas, va jusqu'au niveau supérieur du rail et peut éventuellement provoquer un déraillement, quoi. Contre l'attaque du froid, la SNCF a mis en place des équipes de surveillance qui tournent sur le réseau en 3-8. Car outre les ouvrages d'art, les aiguillages et les caténaires souffrent aussi du gel. Quant aux trains, il faut obligatoirement les préchauffer longtemps avant le service. On est même passé au diesel -21, celui qui ne gèle que sous cette température. En gare de Limoges, depuis mercredi, un PC de crise gère la situation. Parfois, c'est tout le service qu'il faut réorganiser. J'ai une info nouvelle depuis 9 heures, qu'on a un 66 000 qui servait pour les opérations de déroulage caténaire qu'on est en train de faire actuellement. Donc il faut qu'on en parle quand même clairement, de voir si on casse les déroulages caténaires ou pas. On est en anticipation en permanence. Là aujourd'hui, on travaille sur le redout de mardi qui risque de nous poser autant de problèmes que le froid du moment. Donc si un redout et pluie, de la pluie sur de la glace génère des blocs de glace qui se bloquent sur les roues sous le train et qui perturbent le fonctionnement du train. Un épisode de grand gel peut en cacher un autre, c'est la crainte des cheminots. Et la semaine prochaine s'annonce encore plus dure car la fatigue s'est accumulée. Avec ce froid, certains se frottent les mains et pas seulement pour se réchauffer. Les plombiers ne chôment pas en ce moment. Canalisation gelée, tuyaux qui explosent ou inondations, ils ne connaissent pas de répit. Et d'après eux, ça ne va pas s'arranger les jours prochains. Je suis arrivé sur place, la maison était inondée, donc il y a une canalisation qui a cassé à l'étage et puis qui a endommagé le plafond, comme vous le voyez. La maison était inondée, quoi. Le diagnostic est sans appel, comme dans la plupart des interventions ces derniers temps. Outre le froid, le coupable, c'est surtout le vent. Ça a cassé ici, au niveau de la vanne. Parce que les tubes ont gelé et la glace a poussé à l'intérieur de la vanne a éclaté. C'est dû au vent, les courants d'air dans les doublages, et puis comme il y a eu beaucoup de vent, ça a gelé rapidement. Pas le temps pourtant de s'en occuper aujourd'hui. Le chantier attendra car cette maison est une résidence secondaire. Depuis samedi, le téléphone sonne sans interruption. Les 5 salariés de l'entreprise interviennent 20 à 30 fois par jour. Leur priorité, remettre le chauffage dans les résidences principales. Chantier prioritaire, oui. On veut remettre le chauffage parce que la plomberie est gelée. Et puis il faut que ça chauffe pour voir après s'il y a des dégâts au niveau du reste du réseau de la maison. Ici, les propriétaires devraient pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse dès ce soir. Les plombiers, eux, n'auront pas le temps de se reposer, car pour les canalisations, le pire est à venir. Le risque, c'est le dégel. Parce que bien souvent, au dégel, ça casse un peu de partout. Donc vous avez peur qu'il y ait encore plus d'interventions ? Il y aura plus, à mon avis, plus d'interventions au dégel qu'à l'heure d'aujourd'hui. Pas de solution miracle pour éviter la catastrophe, mais un conseil, si vous vous absentez, pensez à fermer vos robinets pour éviter l'inondation. Liberté, bafouée !
Les Anonymous refont parler d'eux après la mobilisation contre la fermeture du site Mega Upload. Nouvelle action ce samedi, ces défenseurs des libertés numériques ont manifesté dans plusieurs villes d'Europe. Dans leur viseur, l'accord ACTA contre la contrefaçon en général et le téléchargement gratuit en particulier. Ils demandent son rejet par le Parlement européen. ACTA, accord commercial anti-contrefaçon, est un texte de loi visant à protéger la propriété intellectuelle. Les anonymes dénoncent ce traité qui menacerait la liberté d'expression et d'information. C'est un traité international qui, pour protéger les copyrights, les ayants droit, qui va censurer tout Internet, qui va nous surveiller constamment. Anonymous est un groupe d'activistes non identifiés qui se manifestent notamment sur Internet et qui clament la liberté d'expression en général. L'appel à la contestation a été lancé depuis le site Internet de la section Midi-Pyrénées et aujourd'hui ils étaient plus de 300 à exprimer leur mécontentement. Masqués ou pas, les membres du collectif prônent leur indépendance. Anonymous est anti-parti politique, on ne va être rapproché à aucun parti. N'importe qui peut être Anonymous et se revendiquer Anonymous. ACTA concerne Internet, mais aussi les produits de luxe, les médicaments génériques, les semences dans l'agriculture ou encore les droits d'auteur. En discussion depuis 2007, le traité doit être adopté par le Parlement européen dans le courant de l'année et d'ici là, le collectif prévoit de mener d'autres actions. Les enseignants à nouveau mobilisés contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine. Manifestation ce matin à Bordeaux, particulièrement présents dans le cortège, les RAZED, ces instituteurs spécialisés dans la prise en charge des élèves en difficulté. Des élèves qui feraient donc particulièrement les frais de la réforme. C'est une constante dégradation, il n'y a aucun progrès avec ces réformes. Ce sont des réformes qui toutes ont pour objectif de supprimer des postes de personnel. Et là, on le voit bien aujourd'hui, comment on peut s'en prendre aux élèves les plus fragiles. C'est inadmissible. Autre défilé ce matin à Abbeville dans la Somme, mais même colère. Inadmissible de ne pas mettre les moyens pour l'éducation, c'est une honte. Au total, 14 000 postes d'enseignants devraient disparaître en France avec parfois de lourdes conséquences. Exemple à Montferrand-le-Château, près de Besançon. Dans cette école, la disparition programmée d'un poste d'institutrice pourrait aboutir à des classes surchargées. Les parents font bloc pour éviter d'en arriver là. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette image n'est pas banale. Car dans cette classe symboliquement occupée par des parents d'élèves, il y avait aussi la députée UMP de la circonscription. Si Françoise Branget comprend les parents, elle assume la politique d'un ministère. J'ai toujours regardé et appuyé les revendications des parents quand elles sont justifiées. Depuis 1990, 35 000 enseignants de plus pour 500 000 élèves de moins. Donc à un moment donné, il est nécessaire de fermer quelques classes. Pour autant, il ne faut pas que les classes soient surchargées. Un enseignant en moins, cela veut dire des classes de 30 élèves. Et ici, les parents ne veulent même pas en entendre parler. Si y a un comptage suffisant à la rentrée, la classe réouvrira. Mais encore une fois, l'inspectrice ne veut pas donner le seuil de réouverture. Des parents qui attendent maintenant d'être reçus par l'inspecteur d'académie, ils vont poursuivre le mouvement sans toutefois perturber les classes. C'est la fin d'une bataille judiciaire de 7 ans pour Maïwenn Mérienne. Cette jeune Bretonne avait perdu l'usage d'un œil en 2005 alors qu'elle était retenue dans les locaux des douanes et qu'elle n'a pas pu voir de médecin quand elle le souhaitait. La culpabilité du chef des douaniers vient d'être reconnue devant la Cour de cassation. Depuis 2 jours, Maïwenn va au travail le cœur léger. Cela fait 7 ans que cette animatrice de la petite enfance se battait pour voir reconnu son statut de victime. Car en janvier 2005, à Brest, elle a perdu la vue de l'œil gauche, faute de soins immédiats, alors qu'elle était retenue pour un contrôle dans les locaux de la douane. Depuis toutes ces années, Maïwenn souhaite voir établie la responsabilité du chef des services de surveillance des douanes du Finistère. Elle affirme qu'on ne lui a pas permis alors de se soigner malgré sa demande. La juridiction suprême, la Cour de cassation, vient de lui donner définitivement raison. C'est l'inspecteur, le receveur principal des douanes qui, dès le départ, avait été impliqué dans cette affaire, qui ensuite a été traduit dans le tribunal de Rennes. Les juges du tribunal de Rennes l'ont reconnu coupable. Il n'a jamais été relaxé, en fait, ce monsieur. Et ensuite, il a fait appel, c'était son droit, et la cour d'appel l'a encore reconnu coupable.
Il a fait un pourvoi. Aujourd'hui, il est définitivement considéré comme avoir commis une infraction. La qualification retenue, un acte attentatoire à la liberté individuelle. Le chef de service est donc pénalement condamné. Il devra en outre payer les frais de justice. Il n'y a rien de pire, je crois, que quand vous dites quelque chose et qu'on ne vous écoute pas. Et ça, c'est merveilleux d'être enfin écouté, d'être reconnu comme victime et que j'espère que ça servira aussi pour les prochains, en espérant qu'il n'y en ait plus justement. Et ça, c'est un soulagement total. J'ai très bien dormi cette nuit et ça fait du bien. Désormais, Maïwenn va pouvoir demander réparation de son préjudice devant le tribunal administratif. Que faire des anciens locaux de l'EAI, l'école d'application de l'infanterie qui a quitté Montpellier il y a 18 mois. Les 38 hectares en plein cœur de la ville suscitent la convoitise. La mairie veut construire un nouveau quartier, mais les étudiants en manque de logement aimeraient récupérer les bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 340 logements vacants en plein centre de Montpellier. Ils abritaient les élèves sous-officiers de l'ancienne EAI. Ils ont déserté les lieux en juillet 2010. Depuis, les bâtiments sont vides et bien fermés. Un gâchis pour ce militant de l'UNEF qui rappelle que pour 60 000 étudiants, dont un bon tiers de boursiers, le Crous n'offre que 7 000 logements à Montpellier. Ouais, ça bloque pour des raisons financières et pour nous c'est forcément scandaleux. Il ne nous appartient pas pour autant de savoir quel est l'acteur qui est en premier le responsable. Est-ce que ce sont les collectivités ou est-ce que c'est l'État? Mais ce qui est sûr c'est que c'est vide et que tous ces acteurs ils doivent se mettre autour de la table et décider vite. La mairie a ouvert le parc aux sportifs et aux promeneurs il y a 1 an. Pour disposer définitivement des terrains et des bâtiments, c'est le parcours du combattant. Il faut tout acheter au ministère de la Défense. Le préfet est mandaté pour négocier. La méthode, évaluer les recettes que la ville tirera de son projet, déduire le coût des travaux et réclamer la différence. J'ai donné un chiffre qui commence par 2. Donc entre 20 et 29 millions d'euros. Une armada d'experts est déployée de part et d'autre pour parvenir à un prix acceptable par tous. Il sera bien loin de l'euro symbolique que proposait Hélène Mandroux. La question est de trouver le bon prix pour les Montpelliérains, pas trop élevé, mais en même temps, du point de vue de l'État, trouver un prix qui soit acceptable. Au niveau local, on ne souhaite pas non plus payer trop cher, puisqu'on estime qu'il y a un préjudice. Un préjudice lié au départ des militaires, évalué par la ville à 100 millions d'euros. Demain, elle a l'ambition de créer autour du parc un tout nouveau quartier, où se côtoieront logements sociaux et privés, commerces, entreprises et même studios de tournage pour les séries télévisées. Le coût de l'opération n'a pas été annoncé. Ces logements appartiennent aux contribuables, puisque c'est nous qui les avons payés pour l'armée. Donc, je ne vois pas pourquoi la mairie devrait emprunter de l'argent que les contribuables montpelliérains aient à payer une deuxième fois ce qui leur appartient. C'est parfaitement scandaleux. La ville et l'État ont intérêt à négocier vite et bien pour faire taire les mécontents. Un nouveau rendez-vous est pris le 27 février. En attendant, les étudiants campent ponctuellement sur le site pour demander l'ouverture des logements. Une bonne nouvelle pour l'emploi à Mâcon. Une centaine de postes a été créée ces derniers mois pour accueillir le géant de la capsule de café, Nespresso. Une plateforme logistique vient de voir le jour dans la ville. Une grande partie des commandes internet du groupe est préparée ici. Vite emballé, vite expédié. La rapidité est le maître mot de la e-logistique. Entendez par là la livraison des commandes Internet. À Mâcon, cette nouvelle plateforme a séduit un géant du café. On va un peu plus dans le sud, donc on est du coup plus agile, plus rapide. Et puis également, Mâcon, c'est une ville qui a vraiment des infrastructures qui sont idéales aujourd'hui pour développer un e-commerce de qualité. 14 des 23 boutiques du groupe seront livrées à partir de cette plateforme. Mais ce sont surtout les commandes Internet, voire à partir d'applications de smartphones qui seront concernées. Cela représente près de 60% des consommateurs. Cette mission de e-logistique a été confiée à un leader dans ce domaine qui n'a pas hésité à investir. Nous avons investi sur cette plateforme depuis maintenant 18 mois, entre 1,5 million et 2 millions d'euros d'investissement. Un investissement, mais aussi une sacrée vitrine pour la ville. Avoir aujourd'hui des expéditions de Nespresso, entreprise internationale qui a un taux de progression considérable, et pour Mâcon, un gage de réussite certain. Une très grande publicité.
Seul bémol dans l'aventure, le froid de canard qui régnait à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. En espérant que les salariés n'aient pas à subir quotidiennement ce froid, est-ce pour préserver au frais les célèbres capsules? Un Georges Clooney aurait peut-être pu réchauffer l'atmosphère. Parfois, le froid offre un spectacle beau et inattendu, comme celui du Marais Poitevin pris dans la glace. Les lieux vidés de toute activité humaine semblent figés dans le temps. Tranquille, ce ragondin profite à loisir d'un bain dans la Sèvre glaciale. Il faut dire qu'à part les canards et les cygnes, personne ne va venir troubler sa sérénité. Le marais hiberne, et si la Sèvre niortaise coule encore librement, certaines conches commencent à être prises par les glaces. Plus loin, dans les profondeurs du marais, les biefs sont complètement gelés. Les touristes ont déserté, seuls restent les maraîchins et des gendarmes qui assurent une présence quotidienne. On essaye de voir au niveau de la population si effectivement il y a besoin d'aide pour les personnes qui sont isolées. Tout vit au ralenti, les maisons sont fermées, les boutiques pour touristes ont baissé le rideau et les bateliers ont rangé leurs barques. On ne croise presque personne dans les rues. L'hiver est particulièrement rigoureux, de mémoire de maraîchins. J'avais pas vu ça depuis 85-87. 85-87, je faisais une tournée de journaux. J'ai fait à pied pendant 14 jours, non 10 jours à chaque fois. J'avais eu 2 orteils gelés. Patience, dans quelques semaines, le Marais va sortir de cette torpeur hivernale et retrouver son activité touristique habituelle. Certains le regretteront sûrement. Tout de suite, votre édition des initiatives.